Merci de votre patience, parce qu'on a attendu quelques minutes, parce que voilà, on n'est pas très nombreux ce matin. C'est peut-être compliqué de faire une conférence au saut du lit, ou presque, pour certains ou certaines. Donc voilà, c'est une conférence qui vous est proposée par Terre de Liens. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur Terre de Liens. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent et ont entendu parler. C'est un mouvement qui existe depuis un peu plus de 20 ans maintenant, qui travaille sur les questions foncières agricoles et sur la problématique de l'installation de jeunes agriculteurs. Donc là, vous verrez qu'on va être en plein dans le sujet. Voilà. Et donc cette association existe. Il y a des associations Terre de Liens dans toute la France. Hein, c'est un mouvement national. Et l'activité principale, je dirais, c'est l'achat de fermes pour mettre à bail avec des clauses environnementales à des agriculteurs qui s'installent. Donc voilà, en Rhône-Alpes, il y a une trentaine de fermes, un peu plus maintenant, 32 je crois, ou 33. Comme il y en a toujours des nouvelles, je ne sais plus, mais c'est de cet ordre-là. Et puis on travaille aussi à faire connaître toutes les problématiques autour de l'agroécologie, de l'installation, et puis les problématiques liées à l'environnement, environnemental et ce que l'agriculteur peut apporter dans ce domaine. Donc voilà, cette conférence, aujourd'hui, c'est sur le remplacement et le renouvellement des générations dans l'agriculture. Je ne vais pas tout raconter parce que c'est une présentation très détaillée. Mais voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où il y a une grosse majorité des agriculteurs qui ont plus de 55 ans, qui vont partir à la retraite. Donc il va y avoir énormément, dans les 5 à 10 ans qui viennent, énormément de terres qui vont changer de main. Et du coup, c'est l'occasion pour nous, notamment pour Terre de Liens, d'appuyer sur le champignon, je dirais, pour accueillir de nouvelles fermes et permettre de continuer ce qu'on a commencé dans la protection des sols, dans la production de nourriture de bonne qualité, bio, et puis permettre à des jeunes de s'installer. L'intérêt de renouveler les générations et de continuer à avoir plus de paysans, je vais donner 2 petits exemples, mais c'est à la fois parce que ça participe, au-delà du fait de protéger les sols et par l'agroécologie, c'est aussi, il y a la dimension sociale, il y a l'aspect dynamisme social dans le milieu rural qui est très important. Parce que par exemple, une des fermes qu'on a acquises l'année dernière dans l'Isère, dans le Trièves, il y avait 2 agriculteurs sur 140 hectares. Aujourd'hui, ils sont 5 sur 60 hectares. Donc vous voyez que 5 jeunes familles qui s'installent dans un village du Trièves, ça participe grandement au dynamisme local, au dynamisme social. Et ça, ça fait partie des choses auxquelles on tient à Terre de Liens. C'est aussi une des raisons de notre action. Et puis un petit exemple sur l'intérêt d'avoir des fermes à taille humaine et à dimension humaine. Et, par exemple, là, on parle beaucoup en ce moment de la fièvre catarrhale ovine qui fait des ravages dans les troupeaux de moutons. J'ai rencontré hier un agriculteur qui a un petit troupeau qui cultive 30 hectares, qui a 100 bêtes. Et lui, il est capable de soigner ses bêtes. Il n'y a pas eu du tout de ravage dans son troupeau parce son troupeau est à sa dimension. Il peut s'occuper de ses bêtes une par une, les soigner, repérer celles qui sont malades. Alors que juste à côté, à quelques kilomètres, il y a une ferme où il y a 1000 brebis, et où il y a des ravages. Je crois qu'ils en sont 20 ou 30% de bêtes qui sont mortes. Parce que dans ces dimensions-là, on ne peut plus travailler correctement. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir toujours plus de fermes. Donc du coup, cette conférence va être animée par Cathy Barla et Mathieu Bonin, qui sont des bénévoles de l'association. Voilà, moi je ne me suis pas présenté, je suis désolé, je suis Daniel Mort, je suis administrateur de l'association régionale. Et ensuite, vous aurez le témoignage de Guy Hermé, qui est jeune, nouveau fermier Terre de Liens dans la Drôme et qui vous parlera de son parcours et de son installation sur une ferme Terre de Liens.
voilà, ben, je laisse la parole à Cathy et Mathieu. Ici, une dernière chose, je voulais aussi remercier l'association Espace Nature Isère qui organise le festival pour nous avoir permis de tenir cette conférence. Et puis voilà, puis nous permettre d'avoir un stand sur lequel vous pourrez aller à la suite de la conférence qui est tout près d'ici, là, sous les... Voilà. Et ben merci encore. Et puis à vous. Donc, bonjour. Donc pour démarrer, quelques éléments représentatifs de la situation du monde agricole. C'est quand même 300 000 emplois agricoles disparus en 30 ans. C'est quand même énorme. D'ici 2030, à ce rythme-là, il y a encore 100 000 agriculteurs qui vont partir à la retraite, hein, une retraite bien méritée après une vie de paysan. C'est beaucoup de terres agricoles qui vont donc changer de propriétaire et dont la moitié n'auront pas de repreneurs. Donc beaucoup de terres, beaucoup de fermes lors de la transmission sont éclatées par l'agrandissement des fermes qui sont autour ou pas loin, parce que la règle de rémunération première des agriculteurs, c'est la PAC. Et la PAC, c'est à l'hectare. Ce n'est pas la qualité de ce qu'on fait, ni la quantité. Enfin, c'est l'hectare de terre. Donc ça perturbe un petit peu les transmissions. Nous qui sommes attachés à faire que les fermes perdurent, qu'on ait des gens qui puissent accéder à la terre, on essaye d'éviter que ce soit uniquement de l'agrandissement pour avoir plus de subventions. Au vu des chiffres et de façon invisible, il apparaît que le secteur agricole français subit un immense plan social. Ce n'est pas tellement évoqué dans la presse ou dans ce qui anime aujourd'hui la communication, mais c'est quand vous voyez la casse sociale et humaine que cela représente, c'est quand même impressionnant. On va vous donner quelques chiffres pour comprendre cette situation. D'après un dernier sondage fait par le ministère de l'Agriculture, en 2020, il y avait environ 500 000 exploitants agricoles en France. 50 ans avant, il y en avait 1 500 000. Donc ça, c'est juste pour situer les ordres de grandeur du fait qu'on perd en France énormément d'agriculteurs. On divise par 4 quand même, ce qui est énorme dans une population qui est qui est nécessaire à l'équilibre alimentaire déjà, et on ne peut pas vivre qu'avec des importations. Et le rythme ralentit un petit peu, le rythme de disparition. Mais quand même, à ce rythme-là, en 2040, on n'a plus que 300 000 agriculteurs en France, ce qui serait quand même quelque chose de très préjudiciable à la production de notre alimentation, principalement. Et socialement aussi, parce qu'on a besoin d'avoir des villages, j'ai du mal avec territoire, des villages qui soient habités, des écoles où il y ait des enfants, des commerces où il y ait des gens, enfin bon. Si on regarde un petit peu selon les fermes répertoriées en France, c'est impressionnant de voir que un quart des fermes, en gros, les gens ont plus de 61 ans, c'est-à-dire qu'ils pourraient quasiment prétendre à la retraite aujourd'hui. Que si on ajoute les plus de 55 ans, on est à la moitié. Le constat, il est aujourd'hui que la plupart des exploitants agricoles en France ont plus de 55 ans, c'est-à-dire que dans les années à venir, à très court terme, ils vont partir. Et face à ça, on a que 14% qui ont moins de 40 ans. 40 ans, c'est pas tout jeune, mais c'est que 40%. C'est que 14%, pardon. Donc face à ça, Terre de Liens essaye d'aider, d'accompagner. On est un grand mouvement et un petit mouvement à la fois
parce qu'on n'a pas vocation à gérer cette hécatombe de ferme uniquement, mais d'accompagner le maximum en fonction de nos moyens. C'est un constat quand même qui est très lourd. C'est entre 150 et 200 fermes par semaine qui arrêtent. Donc, face à ce non-renouvellement des générations, Terre de Liens essaye donc d'acquérir des terres et faciliter l'installation de jeunes porteurs de projets, de gens qui sont en transition, qui sont... Moi, ça fait que 2 ans que je suis dans le mouvement, mais ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé, c'est de savoir qu'il y avait qu'il y a un vivier de personnes qui veulent s'installer en agricole, qui en ont les compétences ou qui sont en train de les acquérir, et qu'en face, il y a une énorme difficulté à faire que ces gens puissent s'installer. Et c'est le cœur de notre action, parce que comme c'est écrit, sur 3 agriculteurs qui partent, il n'y en a qu'un qui s'installe. Et il faut vraiment qu'on arrive à tous se mobiliser, ceux qui peuvent être intéressés, pour assurer ce renouvellement générationnel de ce qui est notre nourriture de demain. Très, très rapidement, quand on voit les enjeux à la vitesse à laquelle ils évoluent. Donc maintenant qu'on a vu en fait l'état des lieux, on peut se poser la question pourquoi le renouvellement ne se fait pas et pourquoi c'est si difficile. Et en fait, on s'aperçoit qu'accéder à la terre est un véritable parcours du combattant pour des personnes, comme le disait Mathieu, qui ont envie, qui sont intéressées. En fait, là, donc, il y a une liste un peu de barrières qui sont à franchir pour ces nouveaux candidats. La première des barrières, c'est qu'en fait, en France, 60% des nouveaux candidats à l'installation ne sont pas issus du monde agricole. Alors, quelle difficulté ça peut amener? Eh bien, c'est qu'autrefois, quand les transmissions se faisaient de manière familiale, eh bien, c'était en général du père au fils ou du père à la fille que se faisait la transmission. Et les enfants étant sur la ferme, en fait, tout au long de leur vie de jeunes enfants, puis adolescents et jeunes adultes, eh bien, ils apprenaient le métier. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne connaissent pas le métier, souvent qui sont en reconversion. Et donc, peut-être que Guillermet nous en parlera tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, c'est vraiment une difficulté sur laquelle il faut mettre de l'énergie, il faut travailler. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, c'est l'information. En fait, l'accès à l'information d'une ferme qui se libère est aujourd'hui très difficile. En fait, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de transparence sur la transmission des fermes. Souvent, c'est le fermier qui va voir les voisins ou qui essaye de trouver une solution pour sa reprise. Donc, une autre difficulté donc, pour ces candidats. Le troisième, c'est le prix des terres. En fait, aujourd'hui, si on regarde une installation de 35 hectares, qui est une installation qui peut être considérée comme moyenne, il faut environ 200 000 € pour l'acquisition de la terre, juste de la terre. En sachant qu'en plus de la terre, il faut ajouter des machines, il faut agiter du bâtiment, donc les bâtis agricoles, mais aussi le logement. On s'aperçoit que pour des jeunes qui vont s'installer, qui n'ont pas forcément un capital, ça va être très difficile pour eux d'accéder à cet argent, d'accéder à des prêts, d'accéder à des subventions pour pouvoir acheter à la fois la terre et l'ensemble des outils qui sont nécessaires pour démarrer une ferme. Le troisième, c'est la financiarisation. Aujourd'hui, un peu comme le disait Mathieu, il y a un peu une course à l'agrandissement. Donc les fermiers veulent avoir des fermes de plus en plus grandes. Et aussi un phénomène qui est un peu nouveau,
c'est le rachat par des sociétés agricoles qui, eux, ne sont pas fermiers, mais exploitent la terre pour avoir du profit. C'est-à-dire que c'est vraiment un investissement qui doit être rentable. Et donc, ces sociétés, elles échangent des parts, c'est-à-dire qu'on rachète des parts, on ne rachète plus des fermes. Et sur ces fermes, on installe plutôt des ouvriers agricoles. Là encore, ces sociétés rendent le marché en fait, des fermes encore moins transparent et encore moins régulé. Car en fait, les parts de société, jusqu'à un certain niveau, peuvent s'échanger sans avoir besoin de le rendre visible. Donc ça, c'est un quatrième aspect. Le cinquième, c'est les propriétaires. Précédemment, souvent, les propriétaires étaient le paysan ou la famille. Et aujourd'hui, même quand ça reste de la famille, cette famille, elle est assez éloignée. Donc, souvent, ce sont des propriétaires qui ne sont pas attachés à la terre et donc cherchent aussi à faire un peu avoir de la rentabilité sur la propriété. Et l'autre aspect, c'est que souvent, la propriété est morcelée et l'agriculteur a face à lui 14 propriétaires à convaincre. C'est-à-dire quand il y a une transmission, souvent le fermier, en fait, il a déjà traité ou il a déjà un bail avec 14 propriétaires différents. Donc quand il cède, on n'est pas sûr aussi que ces 14 propriétaires vont vouloir renouveler le bail à ce nouveau fermier. Donc là encore, il y a toute une difficulté sur laquelle il faut qui demande aux candidats à l'installation de trouver l'énergie à aller voir l'ensemble des propriétaires. Le dernier point, c'est la modification de la structure des exploitations qu'on va présenter maintenant. Donc, ça résume une partie de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'auparavant, en 1960, en fait, les fermes étaient constituées d'une structure familiale et souvent c'était le couple, en fait, deux personnes qui travaillaient à la ferme. Oui, ils possédaient, ils travaillaient à la ferme et souvent, voilà. Donc ça a été favorisé par, en fait, le fermage qui a été proposé en 1940, qui permettait aussi au bail de se transmettre de génération en génération et aussi donner aux fermiers la priorité sur l'achat quand le propriétaire voulait vendre. Donc c'était vraiment une volonté aussi politique de garder des fermes un peu familiales. Et aussi à l'époque, la PAC a été développée pour garantir les prix aux agriculteurs. Et pas comme c'est aujourd'hui d'avoir une subvention à la surface de la ferme. Donc c'était vraiment, il y avait une politique de garder l'aspect familial. Mais dès 1980, si vous regardez ce petit schéma, donc la part bleue, là, 50%, c'est la part des surfaces qui sont, dont les fermiers sont soit propriétaires, soit la terre est prêtée par la famille. Donc ils sont vraiment exploitants à titre gratuit, on va dire, parce que la terre est mise à disposition de l'exploitant. Il y a 15% qui est aussi une terre possédée par la famille et qui est louée par la famille. Donc c'est 15% de location. 30%, c'est plutôt des locations de tiers. Si on regarde l'évolution entre 1980 et 2020, on voit que ces 50% de terres possédées ou prêtées à l'agriculteur sont passés à 30%. Donc on voit qu'il y a vraiment une dérive vers en fait une volonté pour les propriétaires qui sont partis de la famille de gérer la terre comme un investissement en louant la terre aux exploitants. En fait, si on regarde le schéma, et on peut voir qu'en gros, les 2/3 des terres agricoles sont toujours possédées par les agriculteurs ou leurs familles, mais la structure a changé. Les héritiers sont de plus en plus lointains. Au fur et à mesure des héritages, ils s'éloignent, ils n'habitent plus dans la région, ils ne sont plus intéressés par l'agriculture. Et donc, ils utilisent la terre de plus en plus comme un investissement.
Et donc, c'est de plus en plus difficile aussi pour les exploitants de pouvoir exploiter la ferme familiale. L'autre modification de la structure des exploitations, c'est le nombre en fait, d'exploitations. On voit comme le nombre d'exploitants qu'a présenté précédemment Mathieu. En 2020, aujourd'hui, il y a environ 400 000 exploitations, alors qu'en 1970, il y en avait 1 600 000. Donc c'est pareil, le nombre d'exploitations a fortement diminué. Et en parallèle, bien sûr, la surface agricole utile, la SAU moyenne en France, a énormément augmenté. On voit qu'on est passé de 20 hectares en 1970 à aujourd'hui une surface moyenne de 80 hectares. Et ces 80 hectares sont aussi avec une forte dispersion, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui peuvent posséder, comme il y a une société chinoise qui avait racheté 1700 hectares d'un coup, quoi. Donc ces 80 hectares, c'est vraiment une moyenne sur l'ensemble des agriculteurs. Alors on peut se demander d'où vient cette concentration des terres. En fait, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est vraiment la course à l'agrandissement, puisque maintenant la PAC, elle est accordée comme aide à l'hectare. Donc ça a été en 1992, je crois, une demande de l'Organisation mondiale du commerce de pousser en fait les agriculteurs à être concurrentiels et à participer au marché international, et donc ne plus avoir une aide au prix, mais une aide à l'hectare. Donc ça a poussé bien sûr les agriculteurs à avoir des surfaces de plus en plus grandes. Et l'autre aspect, c'est que la politique agricole, elle cherche à maintenir des prix très bas pour le consommateur. Ça, c'est aussi une volonté politique. Maintenir des prix très bas pour le consommateur, ça veut dire que l'agriculteur, il n'a qu'une possibilité, c'est d'augmenter les volumes pour garder un certain revenu. Donc, augmenter les volumes, c'est aussi augmenter la surface des terres. Donc, c'est pour ça, tout ça, une politique un peu à la fois nationale et européenne pousse les agriculteurs à l'agrandissement. L'autre partie qui aussi pousse à l'augmentation des terres, à la concentration, c'est ce que je disais tout à l'heure, le rachat des terres agricoles par des sociétés. Alors, il y a beaucoup de sociétés, ce que je disais, par exemple, la société chinoise qui a racheté 1700 hectares, c'est sûrement pour pouvoir nourrir les Chinois dans le futur, parce qu'ils ont des problèmes aussi de terres agricoles en Chine. Mais c'est aussi des structures comme Auchan, qui sont dans la distribution, qui ont racheté 800 hectares de terre pour pouvoir contrôler en fait l'ensemble des produits de l'amont à l'aval. Donc ils peuvent contrôler les prix, ils peuvent contrôler ce qu'ils veulent faire pousser. Et là encore, quand ce sont des sociétés qui achètent, en fait, ils installent pas des agriculteurs ou des exploitants. En général, ils utilisent des sociétés pour exploiter la terre. Donc toute cette évolution, elle veut dire qu'il y a une évolution aussi de l'emploi agricole. Il y a de moins en moins d'exploitants et de plus en plus de personnes ouvriers agricoles. Donc une hausse importante du salariat, mais aussi une hausse de la précarisation, parce qu'ils cherchent à optimiser, comme pour avoir des fermes rentables, on va aussi optimiser la main-d'œuvre, on va faire des contrats à durée déterminée, juste pendant les périodes dont on a besoin de personnes, et on va faire venir aussi des personnes de l'étranger qui vont coûter moins cher. Et tout cet ensemble est aussi facilité par des politiques de l'État. Donc tout cet aspect, la modification de la structure de la ferme, la concentration des terres, font que les fermes deviennent de plus en plus intransmissibles, bien que, comme l'a dit Mathieu, on a tous les ans 1 million d'hectares qui changent de main. Il n'y en a que la moitié qui permet vraiment de s'installer. Donc on a vu en 50 ans la surface moyenne des fermes a augmenté de 50 hectares. Et ces fermes, en fait, qui sont de plus en plus grandes, sont aussi devenues
très spécialisée, hein, puisque l'agriculture est devenue, on peut le dire, devenue industrielle. C'est une agriculture industrielle où on cherche à rentabiliser la terre. Donc on va faire vraiment des cultures très spéciales où on va mettre des grosses machines et peu de personnel et beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides pour essayer d'avoir un rendement maximum. Donc fortement mécanisé et très spécialisé. Très cher, donc, parce que aussi les machines coûtent cher, le bâtiment, comme je disais tout à l'heure, le cheptel, enfin tout devient très cher. Et donc très difficile pour les nouveaux candidats de pouvoir investir. Et l'autre aspect, en fait, qui est aussi limite l'intégration de nouveaux candidats, c'est que les fermes correspondent rarement au projet d'installation. Parce que maintenant, les jeunes, ils ont une autre vision, mais Guillermet nous en parlera sûrement tout à l'heure, de l'agriculture. On n'est plus agriculteur justement de tout petit jusqu'à la fin de sa vie. On ne veut pas non plus passer tout son temps dans la ferme. Donc, il y a aussi des collectifs qui ont envie de s'installer. Il y a aussi une autre manière de faire de l'agriculture. Et souvent, ces grosses fermes avec beaucoup d'investissements ne correspondent plus aux envies en fait, des nouveaux candidats. Donc voilà, comme... Tu veux parler des Vorcis, par exemple, où il y a une installation très moderne de lait, pour production de lait, et les difficultés qu'il y a derrière. Oui, je peux donner un exemple. Attends, j'ai mon micro. Oui, pour donner un exemple, actuellement, on travaille sur un projet d'installation sur une ferme laitière où il y a 200 hectares de terre, à peu près 70 vaches laitières, un bâtiment de 3000 m². Et c'est une ferme qui, en l'état, est absolument intransmissible parce que c'est quelques millions d'euros. Donc voilà, on travaille à l'installation d'un collectif, mais en faisant ce qu'on appelle en restructurant la ferme. C'est-à-dire que je pense qu'on va aller vers l'installation de plusieurs fermiers et en diminuant les surfaces de chacun, parce qu'en l'état, c'est très compliqué. Puis surtout, dans les motivations des jeunes qui s'installent aujourd'hui, de toute façon, pour faire de l'agriculture bio et travailler dans l'esprit de Terre de Liens, on trouve absolument personne qui est prêt à reprendre une ferme comme ça de 70 bêtes, plusieurs centaines de milliers de litres de lait par an. Et donc on n'a pas le choix. Soit cette ferme, elle est rachetée par une structure financière qui va continuer de produire du lait et faire pisser le lait aux vaches, comme on dit. Soit on la restructure pour permettre l'installation de plusieurs jeunes agriculteurs. Bon, voilà, on travaille sur le projet, j'espère qu'on va y arriver. Et puis Guillermet en parlera aussi, c'est un peu l'objet sur la ferme où il est installé, dans la Drôme. Donc voilà, Terre de Liens a des propositions à faire, qui est le portage foncier avec l'accompagnement des fermiers. Alors, portage foncier, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire une mise à disposition du foncier agricole par un propriétaire, qui peut être un individu, une société ou une association, à un exploitant en location. C'est-à-dire que l'idée du portage, c'est changer le modèle agricole précédent, qui était le fermier, l'exploitant et propriétaire et exploitant en même temps. Alors, ce portage foncier a plein d'avantages aussi parce que, comme je disais, les jeunes n'ont pas forcément envie d'investir énormément en espérant retrouver à leur retraite cet argent qu'ils ont investi. Des fois, les jeunes, maintenant, enfin, je crois, pour en avoir écouté quelques-uns, ils se disent, ça peut être aussi une expérience de quelques années et après, on laissera cette ferme, on a envie d'aller ailleurs. On voit que la jeune génération, elle a plus envie de bouger et de ne pas définir à vie son métier, que ce soit dans l'agriculture ou dans les autres métiers. Donc le fait de ne pas avoir à investir énormément, ça peut aider, faciliter ce passage. Donc
La difficulté et le risque avec le portage foncier, c'est malgré tout que ce soit des sociétés qui achètent et qui cherchent à faire de la rentabilité. Donc il y a un écueil sur lequel il faut travailler. Et c'est ce qu'a fait Terre de Liens en proposant un portage foncier, mais conservatoire et citoyen. Donc l'objectif de Terre de Liens étant de faciliter l'accès de la terre et de préserver la ressource et de lutter contre la spéculation, ils ont défini en fait différents critères qui s'appellent donc le portage conservatoire, qui sont en fait qui permettent d'avoir une propriété permanente sans objectif de revente. Donc Terre de Liens, quand on rachète une terre, il s'engage à ne pas la revendre. Ils veulent aussi développer en fait une mission d'intérêt général. Donc la transmission doit se faire entre les générations pour que les terres agricoles continuent à rester des terres agricoles. C'est ça aussi la volonté de Terre de Liens. D'avoir une orientation agroécologique de l'usage des terres. Et pour ça, on a développé... Enfin, il y a le bail rural environnemental qui est une charte que les fermiers qui s'installent sur des terres de Liens signent pour être sûr qu'ils soient bien dans le même esprit. Donc l'agroécologie, c'est une définition un peu vague, mais une des choses, c'est de garder la fertilité des sols, préserver la biodiversité. Enfin, il y a tous les critères vraiment de préservation de la terre pour les générations futures. Et aussi, ce qu'on veut, c'est avoir une garantie de l'autonomie aux exploitants. Donc, ils signent le bail rural, mais c'est à eux à décider ce qu'ils veulent faire sur la terre. Donc, Terre de Liens n'intervient pas dans ce que l'exploitant décide de cultiver sur sa terre. Donc ça, c'est notre, en fait, ce qu'on appelle le portage conservatoire. Et le portage aussi, pourquoi on appelle citoyen, c'est parce qu'en fait, les terres, l'argent pour acheter ces terres viennent des citoyens. C'est-à-dire les citoyens peuvent soit faire des dons, soit acheter des parts de la partie de Terre de Liens qu'on appelle la foncière, qui va ensuite acheter la terre. Donc les citoyens peuvent devenir propriétaires de la terre, et donc c'est aussi donner aux citoyens la capacité d'agir sur sa propre alimentation et faire de la terre en fait un commun qu'on partage tous ensemble et qu'on s'assure de maintenir de génération en génération. Donc sur la carte qui est là, on voit les petits points en orange, c'est des terres qui ont été acquises par la foncière, donc où l'ensemble des citoyens a des parts. Et les points un peu plus foncés, c'est ceux qui ont été acquis par la fondation, donc à travers des dons. Si on regarde maintenant justement le mouvement Terre de Liens et ce portage conservatoire citoyen, en fait, et on regarde le nombre de citoyens impliqués, on est environ 40 000 dans le mouvement de Terre de Liens, donc c'est assez important. On a Terre de Liens existe depuis une vingtaine d'années et on a pu acquérir 360 fermes. Alors comme le disait Mathieu tout à l'heure, c'est à peu près 200 fermes qui disparaissent chaque semaine. 200 fermes chaque semaine, donc c'est un chiffre à retenir parce que c'est quand même important. Donc on peut se dire que 300 fermes, c'est finalement pas très important. Mais en fait, si, c'est très important parce que ce que veut Terre de Liens, c'est de montrer qu'un autre modèle existe et peut exister. Donc on veut vraiment, c'est la démonstration que ça peut exister, et aussi ça permet aux citoyens vraiment de s'investir dans la terre et s'investir dans l'agriculture et l'alimentation de demain. Donc dans ces installations, on a 500 fermières et fermiers qui ont été installés, 10 000 hectares dédiés à l'agriculture bio et paysanne. Et on a aussi noué des partenariats avec des collectivités parce que ce qu'on veut dans ce portage foncier qui préserve la terre, qui n'aille pas à la financiarisation, on peut aussi, les collectivités peuvent s'investir dans ce même type de portage foncier d'intérêt général et l'État aussi peut aider à ce portage foncier. Donc on a aussi aidé 2000 candidats à l'installation cette année et c'est ce qu'on fait à peu près chaque année. C'est-à-dire qu'on accueille ce qu'on appelle des porteurs de projets, donc c'est des nouveaux candidats et on essaie de voir leurs projets et comment ça peut être compatible avec Terre de Liens ou avec d'autres associations pour leur permettre de s'installer.
Ouais, pour ma part, je reprends. Quand on n'est pas du monde agricole, enfin moi pour ma part, j'imaginais pas du tout qu'il y ait 2000 personnes par an qui souhaitent reprendre des fermes. Il y en a un énorme besoin et qui sont face à toutes les difficultés que Cathy a exprimées pour trouver des fermes, pour les financer. Le mouvement Terre de Liens et d'autres associations qui sont un peu dans le même modèle ont un boulot très important et d'accompagnement, parce que si on écoute les médias, on a l'impression que la paysannerie et l'agriculture familiale, vivrière est condamnée, que c'est pas rentable. Et donc, quand on a 2000 personnes qui essayent, qui veulent aller vers ce modèle-là, il nous apparaît quand même très, très, très important de faire le maximum pour que ceux qui ont les compétences, la volonté, puissent y accéder, que ce ne soit pas uniquement par manque d'information ou de financement qu'ils ne le fassent pas. Ce qui est quand même une grosse motivation au cœur des bénévoles de Terre de Liens. Voilà, pour continuer un peu sur le même esprit, donc ce qu'on voit, c'est qu'en France, il y a environ 20 000 candidats chaque année qui veulent s'installer, et donc qui s'adressent aux différentes associations ou à la Chambre d'agriculture pour essayer de démarrer un projet. Et donc, comme on l'a vu, l'accès étant assez difficile, pour franchir tous les obstacles, on s'aperçoit qu'il y a seulement 10 à 15 000 d'entre eux qui arrivent à s'installer. Or, pour vraiment assurer le renouvellement, il faudrait de 20 000 à 25 000 chaque année de candidats qui s'installent. Donc on voit qu'il y a à peu près la moitié des personnes qu'il faudrait pour renouveler les générations qui sont capables de s'installer. Alors on va faire un petit focus maintenant sur l'Isère et voir que justement quel est le profil des candidats à l'installation, parce qu'on voit que ce profil évolue, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, sur l'Isère, c'est un sondage qui a été fait par la Chambre d'agriculture de l'Isère. Donc on a 84% des personnes qui veulent s'installer qui ne sont pas issues du monde agricole. Donc on voit que c'est encore plus en Isère qu'au niveau français. Donc c'est vraiment 84%, c'est vraiment important. 61% qui ont plus de 30 ans, c'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui ont déjà une expérience précédente dans un autre métier et qui veulent se reconvertir. 44% qui ont envie d'aller vers un projet bio parce que justement, ils veulent donner du sens à leur reconversion. 44% sont des femmes. 23% veulent aussi une activité de transformation. Alors, l'activité de transformation, c'est aussi ce que Terre de Liens essaie de développer pour les différents agriculteurs, ou du moins d'aider, parce que ça permet d'augmenter le revenu des agriculteurs. S'ils vendent non pas les produits bruts, mais des produits transformés, il y a un peu plus de valeur ajoutée. Il y a 37% qui veulent s'installer en individuel. Donc ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au collectif. Ça veut dire qu'il y a 63% qui veulent s'installer en collectif. Donc c'est vraiment intéressant. Et les principales productions qui sont amenées par les nouveaux candidats, en fait, c'est beaucoup le maraîchage et l'élevage et aussi tout ce qui est arbres fruitiers. Si on regarde ceux qui se sont installés ces dernières années, donc voilà, entre les candidats et ceux qui se sont installés, on voit que l'âge moyen est de 31 ans. Donc, comme je le disais, c'est souvent des gens qui sont en reconversion et 34% sont des femmes. Donc, il semble qu'il y a moins de femmes qui arrivent à franchir tous les obstacles pour s'installer que les candidats au départ. Donc, 80% ont un diplôme supérieur au bac. Bon, ça rejoint le côté reconversion, hein, et l'âge des candidats. 41% ont un BPREA, donc c'est un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Donc, ils vont se former aussi pour diriger une entreprise agricole. Et 62% s'installent en bio. Donc, c'est aussi vraiment un pourcentage très important, plus que même les candidats. Donc, il semble que ceux qui s'installent en bio arrivent plus facilement aussi à franchir tous les obstacles. Et pour l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi un chiffre qui est très important des candidats qui s'installent en bio. Donc, c'est bien aussi, puisque Terre de Liens, en fait,
ça fait partie de la charte, bien sûr, de Terre de Liens. Donc les productions, en fait, sont maraîchage pour un quart, maraîchage, horticulture, et les autres 30%, c'est l'élevage, avec 20% en bio et 15% en viande. Donc, pour résumer, on peut dire que l'évolution des nouveaux installés montre une part importante de personnes qui sont en reconversion, plus âgées, plus féminines, et qui sont non issues du monde agricole et qui se forment à travers ce brevet professionnel. Et donc, maintenant, on a la chance d'avoir un nouveau candidat qui est installé et qui va pouvoir nous parler un peu de son expérience. Il va nous donner son témoignage. En tant qu'agriculteur de Terre de Liens. Pas trop d'expérience. Bon, bonjour, je suis Guilhem Belhardi. Je suis donc fermier Terre de Liens depuis novembre dernier, installé à Chabeuil, dans la Drôme, à la ferme des Places. La ferme des Places. Bon, moi, je suis comme les nouveaux profils des candidats là, non issus du milieu agricole. Je suis boulanger de métier là, depuis une quinzaine d'années et toujours très enthousiaste de l'agroécologie, de l'agriculture. J'ai décidé de faire évoluer mon métier en développant une activité qui soit parallèle, en fait, faire évoluer. Moi, je me posais des questions sur la continuité de travailler comme boulanger et j'ai décidé donc de me lancer en agriculture pour faire mon blé, pour faire ma farine et faire mon pain. Donc, moi, pendant très longtemps, je réfléchis, je laissais mûrir mon projet. J'ai fait une formation BPRA pour que ce soit viable. Et évidemment, ce n'est pas facile lorsqu'on sort du BPRA, on n'a pas l'expérience, on a plein de doutes de se lancer, on a besoin de temps. Donc ça a pris quand même un petit moment jusqu'à ce que je me lance concrètement sur un projet. Donc j'ai contacté Terre de Liens à partir d'une annonce, de petites annonces Terre de Liens, une annonce que ça m'intéressait énormément sur une ferme céréalière que l'agriculteur partait à la retraite. Donc j'ai posé ma candidature et j'ai attendu pas mal de temps. C'était et parce qu'il y avait déjà d'autres porteurs de projets qui étaient déjà en place, qui étaient presque à s'installer et par des motifs personnels, ça n'a pas marché. Et donc les groupes bénévoles qui s'occupaient se sont intéressés à mon projet et j'ai eu la chance de pouvoir continuer la démarche. Et donc ça a pris quand même 2 ans de début des négociations, on va dire, jusqu'à l'installation à l'installation définitive. Donc ça a été long. J'avais pas non plus la certitude que ça allait marcher. On passait par plusieurs commissions, la Terre de Liens. La ferme elle n'était pas encore achetée. Donc Terre de Liens cherchait un projet qui était compatible avec ses valeurs, avec les modèles aussi que la ferme représentait un grand enjeu aussi pour le territoire, faisait partie d'un projet territorial de l'agglomération de Valence. Donc, un jour, j'ai dit non, il faut que je me faire un focus, je vais donner tout à ces projets. Donc, j'ai quitté mon boulot, j'ai commencé à que me dédier sur ça. C'était un choix un peu difficile parce que j'avais plein de doutes.
Mais j'ai pu quand même travailler sur la ferme ces 2 ans avant de l'installation définitive. Ça m'a permis aussi de gagner l'expérience que je n'avais pas, parce qu'on sort du BPRA avec plein de théories, pas trop d'expérience pratique. Ça m'a permis de gagner, de connaître le territoire, connaître les outils, connaître les parcelles, les enjeux, la réalité du monde agricole. Et bon, des fois, ça paraît facile, en fait. Moi, je n'ai pas trop galéré, en fait, pour trouver la ferme, mais c'est peut-être un coup de chance. Ça ne se fait pas pour toutes les autres milliers de candidats qui veulent s'installer. Donc, ça reste un combat, un parcours du combattant. Là, ça, c'est sûr. Et la ferme de Place, c'était une ferme céréalière bio depuis une trentaine d'années. Donc là, François Sauce, le cédant, il part à la retraite et il laisse quand même 3 personnes qui s'installent. C'est un projet collectif. Moi, je m'installe comme agriculteur, meunier et boulanger à terme. Il y a une maraîchère qui s'installe et un arboriculteur. Donc, Terre des Liens nous a permis de s'installer sans pouvoir acheter la ferme. Et comme Cathy le disait, en fait, ça nous permet aussi d'investir dans des outils pour qu'on puisse s'en sortir d'une certaine façon plus... avoir une vie différente de ce que c'était un peu les modèles conventionnels de l'agriculture, un endettement à fond, les travails 60 heures par semaine et vendre les céréales à la coopérative au prix du marché mondial. Donc là, j'ai pu, dans mon cas, investir, au lieu d'acheter une ferme, j'ai pu investir dans mon système de stockage, de transformation de farine et trouver une façon de valoriser ma production et m'en sortir un peu mieux, j'espère. Donc c'est trop tôt pour dire parce que j'ai à peine commencé à produire et à vendre ma production. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en plus de mon parcours, de mon expérience? Bon, merci Guillaume. De toute façon, voilà, maintenant la parole est à vous. Et donc, si voilà, vous. 1, 2, c'est bon. Ça marche. Pour toutes les questions, les remarques concernant notre sujet d'aujourd'hui et les questions à Guillerme aussi. Il y a une question là. Bonjour. Je ne sais pas si vous l'avez dit, les 2 autres personnes qui sont avec vous, comment vous êtes organisés, quel type de structure, est-ce que vous êtes un GAEC? Et puis surtout, est-ce que vous vous connaissiez avant ou c'est des gens que vous avez rencontrés depuis peu? Non, on ne se connaissait pas. En fait, Terre des Liens avait choisi quelques projets pour la reprise de la ferme, dont les miens et le projet c'est un couple de maraîchers et arboriculteurs. Donc on s'est connus à partir des réunions qu'on avait avec Terre des Liens. On avait des projets complémentaires, on avait des valeurs qui étaient similaires. Donc on s'est installé, comme chacun avait déjà son projet plus ou moins solide et construit, on a décidé de s'installer individuellement, chacun, dans les mêmes contextes géographiques, mais en partageant des moyens de production. Donc on a des bâtiments qu'on partage, on a des coups de main, d'entraide. En fait, on fonctionne comme si c'était un collectif ensemble, mais on est séparés juridiquement, chacun avec son structure. Donc on s'est donné peut-être
2-3 ans pour évaluer et prendre une décision si on s'associe, si on crée une société coopérative ou un GAEC. Donc ça peut venir dans le temps. Il y a une autre question au fond. Oui, bonjour, j'avais 2 questions. Donc déjà, de savoir si Terre de Liens finance bien uniquement des projets bio, parce qu'il y avait marqué 10 000 hectares en bio, mais alors on ne savait pas s'il y en avait d'autres qui n'étaient pas en bio dans la diapo. Et puis, comment vous vous articulez, si c'est le cas, avec les projets de sécurité sociale de l'alimentation, parce que ça me fait vraiment penser, en aval de Terre de Liens, il y a bien sûr l'alimentation des citoyens, et puis ces formidables projets de sécurité sociale qui fleurissent un petit peu à droite et à gauche, et savoir si c'est quelque chose avec lesquels vous êtes en lien, justement. Oui, sur la question sur le bio, oui, Terre de Liens, les fermes Terre de Liens sont exclusivement bio. On l'a dit tout à l'heure, le fermier signe un bail avec des clauses environnementales, voilà, qui sont... Donc voilà, il s'engage à faire de l'agriculture bio. Sur la question de la sécurité sociale alimentaire, déjà, de toute façon, les fermiers Terre de Liens, une fois qu'ils sont installés, ils s'engagent à faire du bio, mais le reste, leur façon de commercialiser, de vendre, enfin de s'inscrire dans le système alimentaire global, c'est leur affaire. Ils sont Et après, Terre de Liens, on est forcément en lien avec toutes les structures du monde agricole, mais aussi de tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Mais on n'a pas de lien, on n'a pas pour l'instant défini une politique dans ce sens-là, en tout cas. Voilà. Oui. Excusez-moi, je fais aussi partie de Terre de Liens. Donc, sur cette question de sécurité sociale alimentaire, il faut savoir qu'on est souvent présent. Enfin, moi, je suis installé sur Voiron. Pas installé, j'habite à Voiron, je ne suis pas installé comme en agriculteur. Mais on est sollicité par les collectivités qui ont la préoccupation de travailler sur ce sujet-là de plus en plus. Et là, au courant de cet automne, ça va faire... Parce qu'il faut savoir que tout ça, ça s'inscrit dans le plan alimentaire interterritorial qui est défini sur quasi la moitié du département, entre la métro, les différentes communautés d'agglomération, les différents parcs. Il y a ces collectivités qui travaillent ensemble sur le plan alimentaire interterritorial et dont une des actions, c'est la précarité alimentaire. Et donc, il y a chaque territoire travaille après sur son sujet, mais dans le cadre général, il y a cette préoccupation. Alors, ça va s'installer dans le temps, mais voilà. Oui, moi je suis intéressée pour savoir comment ça se passe pour agir en tant que bénévole à Terre de Liens, sachant que ma demande à l'origine, là je viens d'essuyer encore un nom, c'était de bâtir quelque chose autour de la pérennité de nos terres, donc l'occuper pour qu'elle ne soit pas revendue, comme vous disiez, à des gens qui l'exploitent pour la Chine à l'autre bout de la terre. Et donc le projet avec lequel j'étais en lien, c'était un éco-habitat avec jardin qu'ils entretiennent et puis des ateliers qu'ils font pour sensibiliser les gens autour à... donc ça m'intéressait bien. Alors comme d'habitude, ça fait 4 ans que je tombe sur la même chose. On veut des jeunes et du coup j'ai été recalée. On était 4. Je plaisais beaucoup, entre guillemets, à la personne qui faisait visiter. Et je me dis, ça peut être une solution d'être une petite main, entre guillemets, en amenant sa force de travail, ses connaissances, j'en sais rien. Est-ce que ça rentre dans vos cordes ou pas ? Parce que je sens bien qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir quelque chose d'alternatif pour une retraite utile et qui transmet des valeurs à d'autres. Et du coup, moi, je le fais avec des ateliers de récup de légumes et de fruits bio que je déshydrate, que je fais goûter. Donc, je fais des choses, mais c'est pas inscrit dans quelque chose de plus grand qui est fédéré. Et du coup, je me dis, est-ce que ça pourrait être une piste ? Point d'interrogation.
Sur les actions bénévoles au sein de Terre de Liens, enfin sur les fermes Terre de Liens, il y a 2 niveaux. Il y a effectivement certaines fermes où il y a des chantiers qui sont organisés, des fois des chantiers autour de la rénovation de l'habitat ou des choses comme ça, où des bénévoles peuvent participer. Ou après, il y a un certain nombre de fermes où on est en partenariat avec la LPO, par exemple, et on a une convention avec la LPO au niveau national, où il y a des actions organisées par la LPO, autour de la biodiversité, sur planter des haies, par exemple, ou creuser des mares, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est via l'association territoriale, effectivement. Ça voilà, si vous êtes adhérente, et vous pouvez vous inscrire. Et après, le travail sur la ferme proprement dite, ça, c'est au gré des fermiers aussi. Savoir si eux, comment ils peuvent inscrire du travail bénévole sur leur ferme. C'est pas simple du tout. En fait, à ma connaissance, ça se pratique assez peu. Sauf des coups de main de temps en temps. Enfin, Mathieu peut en parler, là, le ramassage des patates à Gilonnet, par exemple. Mais voilà, il peut y avoir des coups de main ponctuels ou des choses comme ça. Ça, c'est en lien avec les fermiers. Oui, alors en tant que bénévole référent d'une ferme, à Gilonnet, donc dans la Bièvre, pas très loin d'ici, avec un paysan Terre de Liens, où on peut aider en tant que bénévole, c'est évidemment pas apprendre un paysan à faire de l'agriculture, mais par contre, le paysan, il a beaucoup d'administratifs, il a besoin de se faire connaître, il a besoin de communication, etc. Et en tant que bénévole extérieur, l'aider par exemple à faire une animation ou 2 sur la ferme avec quelque chose de très convivial, de la musique, un repas, des témoignages, enfin, il faut que ça soit quelque chose de ludique. Et là, les paysans ont besoin de bras. ont besoin de bras pour faire organiser, un peu comme le festival ici a besoin de bras de bénévoles pour aider. Et puis sur la partie administrative ou par exemple l'entretien des bâtiments qui appartiennent à Terre de Liens, si on peut faire à leur place demander les devis, suivre les travaux d'entretien des bâtiments, etc. Ça peut paraître anodin de l'extérieur, mais un agriculteur, il a déjà beaucoup de travail. Donc tout ce qui est communication, entretien, des petites choses auxquelles on ne pense pas avant, pour ma part, je m'aperçois qu'on peut aider et qu'ils ont besoin de bénévoles comme vous et moi pour faire tout ça. Donc on n'est jamais trop à Terre de Liens pour ces petites tâches qui paraissent anodines. Je vous rends le micro. Merci. Je posais cette question aussi parce que j'ai un ami, j'ai même 2 amis, un couple que vous avez aidé pour s'installer. Ils avaient 5 chèvres et un lieu à cultiver, et ils avaient rénové un four juste à côté de village qui permettait de faire du pain. Ils avaient même transformé la mairie à Luce-la-Croix-Haute a bloqué, donc ça s'est arrêté. Ils ont déménagé maintenant, mais on s'était beaucoup posé la question de quelle association et comment développer, parce qu'eux, ils ont concrètement racheté leur ferme grâce à votre soutien. Il était infirmier avant, ils ne se seraient pas transformés autrement qu'avec un soutien, ils n'avaient pas d'argent. Et puis j'ai un autre ami qui, lui, part à la retraite bientôt et qui est arboriculteur dans le Nord-Isère. Et en fait, ces terres, il n'arrive pas à toutes les surveiller parce qu'il se fait piquer régulièrement 3 ou 4 champs de pommes par des gens qui les revendent ou qui les gardent pour eux-mêmes. Donc c'est être présent sur le terrain, j'en sais rien, c'est du bénévolat tout à fait à la portée de tout le monde, c'est d'être témoin vigilant, j'en sais rien. Pour d'autres qui, les 5 chèvres, là, s'ils ont quelques vacances à prendre, c'est être présent sur le temps pour traire les chèvres et continuer les fromages pendant les 15 jours. Enfin, c'est des choses qui sont menues et qui se font en association avec des gens qui ont déjà gardé des chèvres, etc., qui ont une expérience. Ça ne tombe pas comme ça. Du coup, ça se pense en réseau. C'est ça que je pensais. Après, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être des idées en l'air. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, comme je le disais précédemment, après,
voilà, si vous êtes intéressé par ce genre d'activité, vous pouvez prendre contact avec l'association territoriale. Hein. On a un stand là sur voilà, on vous donnera nos coordonnées. Et puis on peut vous mettre en contact avec un fermier de Terre de Liens qui peut avoir des besoins. Mais voilà, après nous, ça s'arrêtera là. Après, les tâches, elles sont vastes, effectivement, variées. Mais voilà. On a besoin de toutes les compétences parce que Terre de Liens fait beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Et autre chose qui m'a surpris, moi, qui est un peu nouveau dans le mouvement, c'est le nombre de cédants, le nombre de demandes. Je ne crois pas me tromper, sur le Rhône-Alpes, on a 100 demandes par an d'accompagnement auxquelles on n'est pas assez nombreux pour venir écouter les cédants, voir trier avec eux leurs projets, ce qu'ils souhaitent faire, comment on peut les aider. On n'est simplement pas assez nombreux parce qu'une ferme, c'est plus qu'une vie. Et c'est un chemin qui prend souvent 1 ou 2 ans et parfois plus. Et ça demande, si tous les bénévoles, enfin tous les gens qui peuvent venir nous rejoindre, Terre de Liens forment les gens, nous forment, nous bénévoles, pour faire ce genre de démarche, pour connaître un peu les lois, les règles agricoles. Mais on a vraiment besoin de vous. On a besoin de toutes les bonnes volontés pour aider ces transmissions de fermes vers des gens qui veulent s'installer, qui veulent faire du bio, qui veulent qu'on mange des bonnes choses et pas des cochonneries. C'est aussi pour moi un problème de santé de population que les fermes se transmettent vers de l'agriculture vivrière et pas uniquement fabriquer de la céréale pour exporter, parce qu'on exporte énormément. On importe nos légumes et on exporte nos céréales. Il y a un problème quelque part. Et c'est notre avenir, c'est celui de nos enfants. Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a... Bon, écoutez... Bon, écoutez, on vous remercie. Donc, si vous le souhaitez, voilà.